Bonjour, ici Louise Mercier. Aujourd'hui, je suis en présence de Christine Michaud. Christine Michaud est connue pour son positivisme et aussi pour avoir écrit plusieurs livres. Combien de livres que tu as écrit? 8 livres. Je suis à 10 sur 19e. Wow! Et tous les livres ont à peu près le même sujet. Ben oui, c'est sûr que ça parle de bonheur, du sens de la vie. Le premier était plus en lien avec moi, ce que je venais de vivre. Puis tranquillement, j'ai migré vers la psychologie positive. J'ai développé plus mon esprit scientifique aussi en cours de route. Okay. Il y en a un qui est plus spirituel, il y en a qui sont plus dans des exercices pratiques, un peu toutes sortes de choses. Ce qui, moi, finalement, m'avait aidé, que je voyais qu'autour de moi, ça pouvait aider d'autres personnes aussi. Puis, avant que tu arrives à écrire des livres, toi, dans ta vie, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu disais, moi, un jour, je vais écrire des livres ou... Non, mais j'adorais lire, par exemple. Je lisais beaucoup, tout le temps. Puis non, je voulais être ballerine. Ah, moi aussi, je voulais être ballerine. Ou je voulais être religieuse aussi. Non. J'ai eu ma période où j'ai voulu rentrer chez les sœurs, ou presque, alors c'est ça. Un mix, tu sais, une religieuse ballerine, ça aurait été spécial. Écoute, ben il y en a une qui fait des triathlons, hein, fait que, OK. Puis, tu voulais être ballerine, mais qu'est-ce qui a fait que, justement, tu n'es pas allée ballerine puis que tu as bifurqué vers d'autres choses? Ben, à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai dû douter que je pouvais faire une carrière en ballet, je ne sais pas trop. Mais en même temps, aujourd'hui, ça reste que c'est une des choses qui me fait le plus vibrer dans la vie, c'est de danser. Je danse encore. J'ai dansé pendant 14 ans. J'ai fait toutes sortes de choses, toutes sortes de types de danse aussi. Et puis aujourd'hui, ben, je trouve que c'est une bonne soupape là, pour évacuer le stress puis me reconnecter aussi. Fait que c'est correct. Puis sinon, ben, je me suis intéressée à d'autres choses, mais en même temps, je me suis aussi perdue de vue plus jeune. J'ai pas fait Moi, je sais pas pourquoi, parce que j'ai été élevée dans une famille aussi avec plein d'amour. Puis tu sais, j'ai pas vécu des choses épouvantables. Mais j'étais tellement dans l'espèce de modèle de vouloir faire plaisir, comme si j'avais l'impression que, je sais pas, on me voyait pas assez ou on m'aimait pas assez ou je sais pas ce que c'était. Et donc, je cherchais toujours à prouver que je valais autant qu'un homme, qu'un garçon, à prouver que j'étais capable de faire des choses dignes d'admiration. Puis finalement, à me retrouver à faire un bac en droit parce que justement, dans cet esprit-là, là, de dire ben, je vais faire quelque chose qui est, c'est important, c'est noble comme profession. Alors que je m'étais jamais posé la question. Est-ce que j'aime ça? Ouais, est-ce que ça m'attire vraiment au fin fond de mon cœur? Visiblement, on a changé un peu de trajet. Oui, tout à fait. Changé un peu, beaucoup. J'ai un prof à l'université qui m'avait dit à un moment où j'étais vraiment découragée, puis là, je me disais, il faudrait que je change de faculté. Mais tu sais, quand à un moment donné, je pense que j'avais plus que 2 ans de fête, ça valait plus la peine de finir. Puis en même temps, rien n'arrive pour rien, parce que si je n'avais pas étudié en droit, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'étais plus timide quand j'étais petite. Et je pense pas que j'aurais réussi à faire de la télé ou donner des conférences ou même écrire des livres si j'avais pas développé mon esprit critique, si j'avais pas appris à penser différemment, à me défendre, à parler en public, tout ce genre de choses qu'on apprend en droit. Mais à un moment donné, il y a un prof, c'est ça, qui était juge, qui m'avait dit, je m'étais confiée à elle, puis elle m'avait dit, tu sais Christine, le droit mène à tout, il suffit de savoir s'en sortir. Je l'ai écouté. Je m'en suis sortie. Fait que ça a amené quand même justement l'esprit critique. Oui, ça a amené plein de choses extraordinaires. De travail aussi, parce que dans le travail que tu fais actuellement, il y a quand même de la discipline. Oui, puis j'ai ma propre entreprise aujourd'hui. Donc, tu sais, mon côté, je pense, mon leadership ou le côté femme d'affaires, ben ça vient de là aussi. De l'entreprise de quoi? De production d'événements. Je produis le gros événement qu'on fait à chaque année, c'est au Palais des Congrès, là, c'est en février. Et c'est toujours une grande journée d'inspiration avec... c'est un mix franco-québécois, je dirais. Puis ce que j'ai voulu, c'est qu'à un moment donné, moi, je faisais des formations un peu partout, tu sais, aux États-Unis, en France, puis j'allais dans des trucs, mettons, de Anthony Robbins, à la grosse énergie Go, 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 à Thich Nhat Hanh, dans la méditation, le silence, et tout ça. Oui, puis après ça, je suis très inspirée aussi, puis attirée par tout ce qui est psychologie, philosophie. Ça, je l'ai découvert plus en France aussi. Fait que je me suis dit, comment je pourrais créer un événement qui aurait un contenu vraiment profond, que les gens vont repartir avec quelque chose puis que ça ne va pas s'éteindre dans les 2-3 jours après. Parce que des fois, le danger, c'est ça dans ces événements. Oui, motivation sans aide. Après ça, c'est comme je fais quoi avec ça? Ça retombe aussi vite ou on oublie. Des fois, il y a tellement de stock qu'on n'est pas capable, on n'a pas de capacité de tout garder. Puis, je voulais donc qu'il y ait quelque chose de profond, puis en même temps qu'il y ait une énergie qui soit le fun et différente. C'est pour ça que j'ai l'événement, mais il y a toujours un DJ, il y a toujours de la musique, des musiciens, de l'art, un côté artistique, de la philo, de la psycho.
Puis, tu sais, souvent, je fais venir même quelqu'un, ben, toutes les années à date, j'ai fait venir un philosophe français qui vient s'adresser à nous, qui nous apporte un autre genre de contenu. Puis, le dosage de tout ça est pas mal le fun aussi à créer. Puis, tu vois, je me suis découvert en créant cette société-là en tant que plus productrice. Puis, je me suis aperçue que c'est aussi trillant, vibrant d'être en arrière, tu sais, d'être en arrière de la caméra, puis d'organiser tout ça, puis d'avoir les idées, de les mettre de l'avant, d'aller chercher les bonnes personnes aussi, parce que le truc, quand on produit des événements, tu le sais, on peut pas tout faire, on n'est pas bon dans tout. Fait que qui on va aller chercher, qui va se joindre à nous, puis qui va avoir autant l'élan de faire quelque chose qui va changer pour le mieux la vie des gens. Tu vas de quoi apporter, allumer une étincelle, ou faire quelque chose qui va être positif. Puis avant d'arriver aux événements, tu as fait de la télévision, tu as fait l'écriture des livres, entre autres, mais en télévision, qu'est-ce qui t'a amené en télévision? Ah, ça, c'est une histoire complètement magique. Ça fait 18 ans que je suis à TVA. J'ai toujours été à TVA. J'ai commencé, en fait, même, non, au début, j'étais à Vox, mais c'était avec TVA, Canal Vox à Montréal à l'époque. Et c'était pendant que j'ai fait une dépression qui a duré 2 ans. Après mon droit, j'ai travaillé aussi en publicité. Je me suis cherchée là, pas mal. Et un jour, je suis tombée malade. Puis j'étais malade, c'est bizarre parce que j'étais malade physiquement aussi, mais c'était ma dépression qui causait ces symptômes-là. Et j'avais vraiment de la difficulté, j'avais pas d'énergie pour faire mes journées. Je devais aller me coucher sur l'heure du midi chez moi pour être capable de finir ma journée. Je pleurais tout le temps, j'avais pas de capacité de concentration. C'était assez l'enfer. Et tellement qu'un matin, je m'en allais à mon bureau. La dernière lumière avant de tourner au stationnement du bureau. La lumière était rouge, j'arrêtais à la lumière. Quand la lumière a passé, le feu de circulation a passé au vert. Moi, là, j'ai figé. Mon corps a figé complètement dans mon auto, puis capable de bouger. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Puis c'est la personne, le monsieur derrière moi, dans la voiture derrière moi, après m'avoir klaxonné et envoyé bien des doigts d'honneur, il a pensé probablement qu'il y avait un problème. Alors, il est venu m'aider, mis ma voiture sur le côté. Là, je suis revenue à moi. Mais j'étais dans une espèce d'état de choc. Alors, je suis partie de là, j'ai été amenée à l'hôpital. C'est drôle parce qu'à l'hôpital, le médecin que j'ai vu, il me posait des questions. Puis c'était toujours oui, mes réponses. Fait que je me suis demandé, tu te dis, lui, il a l'air de savoir quelque chose que moi, je ne sais pas. Là. Et à la fin, avec beaucoup de délicatesse, il dit, écoutez, je pense que je sais ce qui se passe. Puis là, il t'explique possiblement qu'il y a un problème qui est plus psychologique et tout. C'est pas facile, là, tu sais, quand tu te fais dire ça, tu dis, non, attends, là, moi, je suis pas mon genre. Puis là, tout d'un coup, je tombe pas, moi, là. Puis là, tu suggères d'aller en thérapie. Moi, ça a changé ma vie parce qu'en thérapie, pour la première fois de ma vie, il a fallu que je me demande quelles étaient mes forces, qu'est-ce que j'aimais faire. Puis si j'étais venue faire ici, sur la Terre, des questions que je ne m'étais jamais posées, puis que je n'étais pas partie dans le bon sens, mais pas du tout. Donc, c'est ça qui m'a menée à la télé pendant ce temps-là. Vraiment une drôle d'histoire. Là. Moi, j'ai plein de synchronicité dans ma vie. J'aime ça, je crois à ça. Je suis une fille très spirituelle, donc évidemment que ça m'arrive. Et j'ai rêvé de nuit à une fille avec qui j'étais allée à l'école au secondaire. Puis à l'époque, je ne rêvais pas beaucoup. Je me rappelais peu de mes rêves. Là, c'est tellement clair que le lendemain matin, je me dis, je devrais l'appeler, la trouver puis l'appeler. C'est trop bizarre que j'ai rêvé à elle. Mais en même temps, je me dis aussi que je vais avoir l'air d'une vraie folle. Tu sais. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé. Salut, j'ai rêvé à toi la nuit passée. Je me demandais comment t'allais. J'ai laissé faire. Deuxième chose, je la vois à midi, j'ouvre la télé en faisant manger. Elle est dans l'écran de télé. Elle participe à une émission. Je me dis, my God, c'est bizarre cette affaire-là. Encore une fois, je ne l'appelle pas. Troisièmement, le collège où on était allé à l'école ensemble m'appelle parce qu'à l'époque, j'habitais à Boucherville et elle aussi. Puis il y avait des retrouvailles qui organisaient. Puis il n'avait pas trouvé elle, il n'avait pas trouvé ses coordonnées, il ne la retraçait pas. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'elle habitait la même ville que moi. Mais j'ai dit, my God, vous êtes dans le champ. Non seulement elle habite la même ville que moi, mais je l'ai vue à la télé. Il y a 2 jours, qui est assez facile à retracer, me semble. Et donc, bon, là, finalement, je suis allée dîner avec elle. Elle travaillait à Vox pour une émission de Louise Deschâtelet à l'époque. Puis elle me dit, une recherchiste qui venait de partir, je ne sais pas trop, écoute, ma mémoire des fois flanche un peu, mais je me suis retrouvée finalement à remplacer une recherchiste juste pour 1 mois ou 2, là, vraiment, pas longtemps. Et c'est là que j'ai découvert le monde de la télé, et surtout Louise Deschâtelet, et une autre recherchiste qui travaillait sur l'émission, qui m'a vraiment aidée. À un moment donné, elle a vu que j'aimais la lecture, puis même Louise m'avait demandé, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, c'est quoi tes passions? J'avais dit lire. Et tout ça, la recherchiste aidant, Louise Deschâtelet, a fait que je me suis retrouvée à avoir une chronique littéraire à l'émission de Louise. Je n'avais jamais fait de télé de ma vie. Je capotais dans mon québécois parce que je me disais, attends, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça.
Puis là, c'est spécial parce que ma première chronique, là, c'est vraiment arrivé dans un état de flow, comme on enseigne en psychologie positive. Ouais. Ça, j'ai appris ça dans mes Tu te dernières sentais bien récentes dans ton études. élément. Oui, mais plus que ça, là, tu sais, quand tu dis le temps s'arrête, c'est comme, tu as l'impression que c'est gracieux, je sais pas, c'est parfait. Même, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle à ta place, carrément. Ouais. Parce que j'avais peut-être, je sais pas, je me souviens, peut-être 4-5 livres que je voulais présenter, que j'ai ma pile de livres. Je me souviens, c'était en direct, l'émission. 30 secondes avant d'être en ondes, j'ai les genoux qui font ça au-dessus de la table. Puis là, je regarde les livres, puis je me dis, ça parle de quoi? J'avais l'impression que j'avais tout oublié ce que j'avais lu, puis je me dis, oh my God, ça va être pénible. Et quand ça a été à On, puis que Louise, elle m'a regardé, ça a parti, là. Pourtant, là, pour faire une petite anecdote courte, quand ça finit, j'étais tellement nerveuse, je tremblais tellement que j'ai arraché mon micro avec un morceau de brassière après, de dentelle, de soutien-gorge, puis après, j'étais dit, ah oui, arrache ça, là, c'est fini, tu vas tasse-toi, il y a quelqu'un d'autre qui attend après le micro, gros stress, là, tu sais. Alors, ça a été mes débuts à la télé. Ah, ben c'est le fun, fait que ça a commencé avec tes passions, dans le fond, Oui. de la lecture, fait qu'au moins ça a été facile Oui. pour pouvoir faire ça. Une fois que tu as fait Louise Deschâtelet, tu es allée finalement à quelle émission après ça? Parce que là, tu es animatrice, là. Oui, bien, officiellement. oui. Ben, attends, mais je cherchais pas les cassettes, là, surtout, là, de mes premières expériences d'animatrice. Mais Louise a été celle qui vraiment, on peut dire, m'a ouvert les portes. Là, elle a cru en moi, elle m'a accompagnée. Parce que je vous ai pas tout dit, là, la première chronique, ça a été magique. La deuxième, Lego en bac, tu te dis, oh, c'est pas si difficile que ça faire la télé. Donc, c'était plus ordinaire, mettons. Puis après, je me suis replacée. Mais elle m'a toujours accompagnée dans ça, appris comment faire les choses, que ce soit dans la préparation ou quand on est en ondes et tout. Et après, on m'a offert une émission d'été, un petit projet d'été, ça s'appelait Coup de cœur littéraire. Et là, je recevais des auteurs dans une librairie. Je trouvais ça génial. C'est le fun! Oui, et bon, ça a été super à faire. Puis c'est après cette émission-là d'été que j'ai eu une demande, en fait, ça s'appelle Bonjour Week-end, qui cherchait un nouveau chroniqueur littéraire, une nouvelle chroniqueuse littéraire. Et on était 3, il y avait déjà des personnes qui recevaient, qui pouvaient le faire, mais ils m'ont offert, vu que j'animais cette émission-là à Vox, de venir faire le screen test. Je me rappelle, j'étais bien nerveuse parce que je me disais, attends, là, moi, j'ai pas étudié en littérature. Puis je leur avais dit, avant de faire mon screen test, je dis, là, il faut que vous sachiez, là, moi, je connais rien là-dedans. Moi, je suis juste une amoureuse de la lecture. Ouais. J'aime lire. Ben, c'est déjà ça. J'aime en parler. Ben, c'est ça. Après, ils m'ont dit, ben oui, mais Christine, Salut, bonjour, week-end, c'est une émission grand public, là. On veut pas justement des grands, des envolées lyriques, là, de je sais pas quoi, ça n'a pas rapport. Et c'est ça. Puis là, j'ai commencé Salut, bonjour, week-end, où j'ai été chroniqueuse littéraire pendant 11 ans. Wow! 11 ans? Oui. Déjà, le temps passe vite, c'est fou. C'est fou. Quand je pense, des fois, je me dis, pendant 11 ans, presque 50 semaines par année, j'allais faire ma chronique à Québec, en studio, puis je lisais 4 livres par semaine. Quand même, hein? Ouais. 4 livres? Pour moi, c'était facile. C'était ce qu'il y avait de plus merveilleux à faire. Ouais. OK. Fait que ton travail, c'était avec ta passion. Oui, vraiment. En bout de ligne. Oui. Puis je me rends compte encore aujourd'hui que c'est vrai, peu importe, je fais plein d'autres choses, j'anime maintenant à la télé, j'écris des livres, mais il y a toujours un lien avec les livres. Je pense que les livres, pour moi, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer. Puis tu parlais tantôt justement de l'écriture de télé, tu es en train d'écrire ton 9e. Ouais. Sens-tu qu'il y a vraiment un crescendo, tu sais, qu'il y a de quoi qui change, qui se modifie, qui augmente, qui se précise dans tes écritures? Tout à fait, parce qu'au début, premièrement, quand j'écrivais, c'était tellement pénible. Parce que je me mettais bien trop de pression. Puis j'oubliais pourquoi je faisais ça au fin fond. T'sais. Puis je pense que comme j'avais lu tellement des livres qui m'avaient inspiré et impressionné, ben je me disais, je ne serai jamais à la hauteur de ces auteurs-là. Je me prends pour qui d'écrire un livre? Puis c'est quoi? Le syndrome de l'imposteur était extrêmement fort. Puis après, tranquillement, c'est ça, j'ai commencé à prendre plaisir à écrire. Puis elle me dit, non, attends, il y a des choses que créativement je peux apporter, ou il y a des histoires à raconter. Puis là, je suis retournée à l'école dans les dernières années, j'ai suivi différentes formations qui ont fait aussi que ça a nourri ce que je pouvais retransmettre. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup ça qui me tient à cœur, c'est retransmettre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont, tu sais, là, il y a eu Louise Deschâtelet qui t'a aidé, mais est-ce qu'il y a des gens dans l'écriture qui t'ont soutenu et qui ont dit, non, regarde, écoute, tu as quelque chose à dire, c'est intéressant comment tu le racontes, on veut en lire plus. Oui.
Ben d'abord, mon premier éditeur, c'était Michel Ferron, les éditions Un Monde Différent. Puis Michel, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, j'allais acheter des livres directement à sa maison d'édition parce qu'on on avait un rabais là, quand on achetait directement là. Puis j'en achetais tellement qu'à un moment donné, celle qui était à la réception, Monique, elle me dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces livres-là? » Je dis « Les lis, là, je fais pas de la contrebande de vos livres. » Ben, elle dit « L'éditeur aimerait ça vous rencontrer. Il est curieux de savoir qui vous êtes. » Fait que je vais rencontrer Michel, qui était l'éditeur. Et il m'explique qu'il reçoit une tonne de manuscrits, qu'il n'a pas toujours le temps de tout lire. Et donc, il me demande si j'accepterais d'être sur ce qu'il appelle son comité de lecture. Les maisons d'édition, souvent, ont plusieurs personnes qui vont lire des manuscrits pour aider l'éditeur. Ben oui. Fait que là, il me donne... je dis « Ah oui, j'aimerais ça, mais j'ai jamais fait ça. » En fait, je dis pas tout, là. Je me dis « Christian, tu trouveras bien après comment faire. » Fait que je pars avec une pile, je pense qu'il m'a donné peut-être 3 manuscrits, je me souviens pas. Je rentre chez moi avec ça, puis là, je me suis dit « OK, il faut que je me donne une structure. » J'avais pris un cours d'écriture avec Mark Fisher. Oui. Et ça m'avait beaucoup marqué aussi. Puis Mark Fisher m'a sauvé la vie pendant que j'étais en dépression, grâce à un de ses livres d'ailleurs. Et une conférence qu'il a donnée. Et donc, et là, je reviens, puis je me dis, OK, ben, qu'est-ce qui, je pense, qui est important quand on lit un livre? Qu'est-ce qui nous accroche? Est-ce qu'on accroche dès le début? À qui ça s'adresse? Est-ce que les liens se font bien? L'écriture est fluide? J'ai mis plein d'idées comme ça sur papier et j'ai créé une espèce de module d'analyse de manuscrits. Avec un graphique, là, tu sais, écoute, je savais pas, moi, comment on faisait ça, là. Fait que je suis revenue voir l'éditeur après avec les manuscrits. Ce que j'avais fait, j'y avais écrit au début, je mettais, mettons, une première demi-page où je résumais l'histoire. Après, je disais, bon, à qui je pense que ça s'adresse. Puis, après ça, il y avait mon graphe avec les différents points analysés, puis cotés. Ah, plus. Oui. Wow! J'arrive à il dit, où t'as pris ça? Dans ma tête, là. Là, j'avais peur. Oui, c'est ça. Je me disais, peut-être mais franchement, c'est pas cette affaire-là. Ouais, non, il a trouvé ça. Mais non, puis j'ai toujours gardé ça. Puis encore aujourd'hui, je l'ai en tête quand je lis un livre. Même, je me l'applique à moi quand j'écris. Tu sais, je me dis, attends, est-ce que mes critères, là, est-ce que je les respecte? Est-ce que ça va bien là-dedans? Mais ça, dans ton 11 ans, à Salut Bonjour, la fin de semaine, tu n'avais pas de critères comme ça? Non. Ben, en fait, oui, parce que je faisais, en même temps que je faisais Salut Bonjour, oui, mais je faisais le comité de lecture à cette époque-là. Ah, en même temps. Je travaillais sur le comité de lecture. Ouais. OK. Fait que, oui, ça t'a aidé dans les deux Oui, ça se mixait un peu, oui. Et comme j'ai toujours dit, moi, j'ai jamais été une critique littéraire. Je voulais pas ça. J'étais chroniqueuse littéraire, donc je parlais juste des livres que j'ai aimés. Je me suis dit, il y a tellement de bons livres qui existent. Ben oui. Puis, je veux dire, c'est tellement relatif, les livres. Complètement. Puis, tu sais, des fois, on va lire un livre à une période de notre vie, ça ne nous plaît pas. On va le relire 2-3 ans après, puis on va penser que c'est la 8e merveille du monde. Fait c'est tellement... Ou un livre qu'on a tellement aimé, qu'on relit, puis qu'on fait c'est drôle que j'avais aimé ça tant que ça. Plus loin. Tout à fait. On voit notre évolution avec ça. C'est pour ça que moi, je trouvais, dans le peu de temps qui m'était alloué, une chronique, c'est jamais très long, ben, je me suis dit, je vais parler de... Là, tu as parlé tantôt du livre de Mark Fisher. Oui. C'était lequel? C'était Le cadeau du millionnaire. Tu sais, dans sa série Le Millionnaire, Le cadeau du millionnaire, c'est son personnage du millionnaire avec une jeune femme. Plutôt qu'un jeune homme. Donc, c'est pour ça que je pense que je me reconnaissais plus. Une jeune femme qui cherchait sa mission de vie. Qui cherchait qu'est-ce qu'elle devait faire de millionnaire, lui, puis de mission. Oui. Oui. Mais ça m'avait vraiment marqué tellement. Puis là, j'avais assisté une journée conférence avec lui aussi. C'était la première fois de ma vie que j'allais dans une conférence de développement personnel. Puis je voulais pas y aller. J'avais dit à ma chum de fille qui voulait m'amener, j'ai dit, ça doit être tous des illuminés qui vont à ces affaires-là. J'ai pas d'affaires-là, tu sais. Puis elle m'avait dit, écoute, au point de t'en j'étais en dépression. Ça peut pas être pire, hein? C'est ça, viens donc faire un tour. Et donc, puis il avait posé des questions qui m'avaient fait réfléchir sur ma vie, puis qui m'avaient vraiment aidée après. J'ai jamais pensé à ça. Puis là, j'avais acheté Le cadeau du millionnaire, son livre, et je lis ça. Et là, vraiment, là, c'était pour moi une révélation. À la fin du livre, il met toujours des suggestions, une espèce de bibliographie de lecture. Écoute, là, je lisais tous les livres de Mark Fisher et tous les livres cités à la fin des livres de Mark Fisher. Donc, c'est une vraie folle, là, mais ça m'a beaucoup aidé. OK. Ah non, c'est bon. Mais, non, mais c'est comme ça, des fois, qu'on va plus loin aussi, à voir... bon, OK, s'il nomme ces livres-là, puis nous, on a aimé qu'est-ce que lui a écrit. Logiquement. Oui, c'est ça, exactement. Puis, OK, là, toi, tu as eu une dépression. Oui. Tu as dit que le livre de Mark Fisher t'a aidé. Mais est-ce qu'il y a des gens autour de toi aussi qui t'ont aidé à te donner de l'estime de toi? Plein. Ou, plein.
Moi, j'appelle ça des anges terrestres. OK. D'abord, il y a un homme qui m'a tellement poussé, mais positivement. Il s'appelle Roch Martel, il est décédé aujourd'hui. C'était mon ami, c'était mon patron à une certaine époque. Je travaillais, je vendais des petites annonces classées au journal Le Soleil. C'était mon travail d'étudiante, là. Et donc, je faisais ça, j'ai parlé le soir ou les week-ends. Puis lui, c'était une compagnie, c'était un fournisseur du journal. Dans le fond, il fournissait ces services-là, mais il engageait des gens. Et c'était un gars qui avait un côté très artiste, il aimait la musique, il aimait la peinture, tout ça, en tout cas, tout ce qui pouvait nous éveiller aussi dans un sens. Et il voyait en moi, je pense, des choses que moi, je ne voyais pas. Ouais. Alors, il souvent me poussait tout le temps. Il me disait, écoute, non, vas-y. D'ailleurs, quand j'ai passé le screen test pour Salut Bonjour, tu sais, ce genre de choses-là. Puis encore aujourd'hui, même s'il est décédé, parfois, là, quand je suis devant quelque chose qui me demande un effort supplémentaire ou de croire en moi un peu plus, je pense à lui. Puis je me dis, bon, Roch, qu'est-ce qu'il me dirait, là? Puis c'est fascinant. Puis, tu sais, c'est drôle comment ça perdure dans le temps, même quand il n'est plus là. Physiquement sur la terre. L'écho de ses phrases est encore là. Et ça me pousse vraiment. C'est drôle parce que récemment, je donnais une conférence devant du public, un grand public, puis il y a un gars qui vient me voir après, il me dit, tu te rappelles-tu de moi? Je dis, oui, on a travaillé ensemble au Roch à l'époque. Il dit, sais-tu mon histoire, moi, avec Roch? Il dit, il m'avait mis à la porte parce qu'il m'avait dit, toi, là, si je te mets pas à la porte, tu vas continuer de travailler pour moi, puis tu peux faire tellement plus. Et ce gars-là est avocat aujourd'hui. Puis il réussit super bien, puis il est heureux. Puis je me disais, hey, hein, ça prend du gars. Alors cet homme-là, Roch, notre ami Roch, qui est venu pour juste, on dirait, donner des élans à plein de monde. Puis c'est formidable. Ouais, ça c'est le fun. Donc, mais tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont aidé. Ma grand-mère maternelle, mamie Yvette, j'en ai tellement parlé dans mes livres un peu partout. Elle est décédée à la fin 2012, mais elle m'a ouvert à tout le côté spirituel, à apprendre, à m'intéresser, à développer ma conscience, ce genre de choses-là. Mais puis il y a aussi des purs inconnus, croisés à un moment, puis qui changent notre vie. Il y a un chauffeur de taxi à Paris, M. Ibrahim, qui m'a appris l'importance des rendez-vous. Oui? Ouais, un jour, j'embarque dans son taxi. Il me demande où je vais, fait que je donne l'adresse. Il me dit, vous êtes québécoise. Il attend mon accent. Il dit, qu'est-ce que vous faites à Paris? J'étais là pour le lancement de mon premier livre. Ça parle de quoi, votre livre? Et j'explique tout ça. En fait, là, on se met à parler de bonheur, sens de la vie. Et lui, il m'en parle. Tu sais, comment il vit sa vie, qu'est-ce qui l'allume, qu'est-ce qui l'intéresse et tout. Et je lui avais demandé son nom, il m'avait demandé mon prénom, on échangeait comme ça. Puis là, je lui ai dit, mais c'est particulier. Je lui ai dit, moi, j'ai rarement vu un chauffeur de taxi me parler comme ça de trucs vraiment plus dans le domaine du bonheur, de la spiritualité et tout. Il dit, écoutez, Mme Christine, il dit, moi, c'était quoi les chances que ce soit vous qui embarquez dans mon taxi, soit moi, votre chauffeur de taxi, à la quantité de clients, de gens qu'il y a à Paris. Alors, il dit, moi, jamais je gaspillerais un moment de connexion humaine. Possible. Wow! Déjà, je trouvais ça extrêmement inspirant. Ben oui. Mais attends pas, je débarque l'auto, il baisse sa fenêtre et il me dit, Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui? Wow. Et ça a changé ma vie parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on a rendez-vous. On a rendez-vous tout le temps. On a rendez-vous avec des êtres humains qu'on croise l'espace d'un instant. Mais est-ce qu'on est présent au rendez-vous? Souvent, on n'est pas là. On est dans notre tête, on est stressé. Donc, mais tout le monde a une capacité de toucher notre vie, mais de manière extraordinaire, si on ouvre la porte à ça. Ben, ça me fait penser à... Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le métro, mais quand je prenais le métro, il y avait des musiciens dans le métro. Puis il y avait des musiciens qui étaient tellement magnifiques. Moi, souvent, je m'arrêtais. J'attendais que le morceau termine. Je ne donnais pas nécessairement tout le temps le morceau, mais je profitais du moment. Puis je voyais les gens vraiment pressés. Puis à un moment donné, il y a eu... Non, c'est ça, exactement. Puis à un moment donné, il y a eu une vidéo qui s'est promenée sur YouTube. C'était une musicienne qu'on paye des centaines de dollars. Joshua Bell. C'était le violon. Peut-être c'était une autre, mais le Washington Post aux États-Unis ont fait une espèce d'expérience avec comme ça un violoniste dans une station de métro. Puis sur 1000 personnes qui ont passé le matin, il y en a peut-être juste quelques-uns, même pas 10. Des enfants qui... c'était plus même les enfants qui arrêtaient. C'est fou, hein? Puis la question, c'est la même histoire, là. La question du Washington Post, c'était dans un endroit ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de nous arrêter pour voir la beauté du monde et s'en émerveiller? Exactement. Malheureusement, des fois, non.
Puis des fois, l'émerveillement est juste avec son conjoint, avec la personne avec qui on est, ses enfants, avec un collègue. Puis c'est ça, c'est le moment présent. Là. Fait que, effectivement. Puis j'ai une autre question. Tu as voulu devenir ballerine, tu as mis ça de côté, que tu te rappelles pas pourquoi, que tu disais tantôt. Non, si j'ai jamais compté ça, c'est drôle. Ça me revient aujourd'hui, j'ai voulu être ballerine, c'est vrai, mais j'ai comme tassé ça. C'est quand même drôle d'y penser aujourd'hui. Puis, mais c'est ça, c'est qu'on a cette idée-là jusqu'à à peu près 12, 13, 14 ans. Là. Avant l'âge de raison. Ouais! Si on revient à 12 ans, quel conseil aurais-tu aimé recevoir à 12 ans? Je pense que ça aurait sûrement porté sur l'authenticité, d'être qui je suis, de me permettre d'être vraiment qui je suis. Parce que moi, j'ai été beaucoup influencée à, tu sais, que je disais, à vouloir me prouver ou pour me faire aimer. Là, j'ai fait bien des affaires. Là, fait je pense que, tu sais, mettons, quelqu'un m'aurait dit, tu sais, t'es bien correct comme t'es là. C'est bien correct de même. T'as juste à continuer d'être totalement qui tu es, puis ça va bien aller. Déjà, ça aurait été énorme. Puis de m'amuser. De m'amuser un peu plus, parce que j'ai longtemps été trop sérieuse. Puis j'ai encore cette tendance-là, des fois. Des fois, je me dis, hey, Christiane, OK, ça serait sûrement... Puis c'est drôle parce que c'est moi ce que je dis à des gens. Quand quelqu'un me demande, tu sais, mettons un jeune qui commence à la télé, il dit « Ah, ce serait quoi ton conseil? » Je dis, il est simple, il y a deux choses. Sois vrai et amuse-toi. Wow! Si tu fais ça dans ta vie en général, je trouve que ça va bien. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas dur. Parce que des fois, être vrai, c'est pas... C'est pas toujours facile. Non. C'est pas toujours facile. Écoute, Christine, merci beaucoup. J'ai une dernière chose, c'est que là, tu fais partie de Soyons la solution avec Chantal Lacroix. Puis vous avez 12 conférenciers. Peux-tu me parler un petit peu plus de l'événement? Oui, bien écoute, l'événement, en fait, de Chantal, c'est vraiment de mettre le plus de monde possible, j'ai l'impression, ensemble pour inspirer les gens, justement, retransmettre, redonner. Et je trouve, c'est vrai, j'adore le titre parce que c'est la phrase aussi de Gandhi qui dit soyons le changement que nous voulons voir en ce monde. Et donc, moi, ça me parle de se responsabiliser. Tu sais, on est plus responsable qu'on le croit. On a plus de pouvoir sur notre vie qu'on le croit aussi. Je disais dans mes études en psychologie positive, il y a une étude qui est vraiment fabuleuse qui dit notre bonheur à 50% est génétique, 10% nos circonstances de vie, mais 40% nos activités volontaires. Donc, on peut changer les choses, on peut transformer les choses pour le mieux. C'est pas vrai qu'on va rester des victimes, puis que, tu sais, moi j'entends des gens dire des fois, ben moi c'est pas pareil, tu savais pas ce que j'ai vécu. On a tous vécu des choses difficiles. Au bout du compte, ça se ressemble, puis c'est un choix qu'on a. Est-ce qu'on continue de recenser puis d'entretenir ce qui a mal été ou ce qui va pas, ou on se tourne vers l'avant et on décide de faire quelque chose pour que ça aille mieux? Ça, c'est le mot-clé, on décide. Oui, carrément. Oui. C'est pas toujours facile. Tu sais, ça paraît simple de le dire comme ça, mais effectivement, ça demande des efforts, ça demande de prendre peut-être adopter des nouvelles habitudes. Donc, je trouve ça fascinant de la part de Chantal et extraordinaire de vouloir mettre autant de gens comme ça ensemble pour redonner, puis créer une espèce c'est comme une chaîne positive aussi, là, de tous les gens qui participeront à cette journée-là, ce qu'ils vont venir chercher de la part des gens qui seront sur scène, puis ce qu'ils vont retransmettre à leur tour après. C'est ça qui est formidable aussi. Donc, puis en plus qu'elle redonne à des causes, ça c'est tout à fait, c'est la grande Chantal. Oui, c'est tout à fait, 4 belles causes en plus. Puis là, vous allez vraiment parler pour donner des pistes, justement, pas juste de la motivation, mais donner des pistes de solutions pour qu'on soit la solution. Oui, tout à fait. Ben moi, c'est sûr que ça va porter de mon côté sur la psychologie positive davantage. Probablement teinter un peu de philosophie parce que je commence des études en philo là, au mois de mai à l'université. Je retourne à l'école encore. Moi, j'ai tellement haï le droit à l'université. Et là, quand je suis retournée en psychologie, j'ai tellement aimé ça que là, j'aimerais ça étudier en philo. Après ça, j'aimerais ça étudier en théologie, en littérature. OK, ben là, écoute, je voudrais avoir 15 ans, 20 ans pour faire tout ça, mais ça se fait pareil. Ben, dans mon certificat en français écrit, il y avait une dame de 86 ans. Tu vois. Qui prenait des cours de littérature. Ah, puis ça nous garde, je trouve que ça garde jeune, ça garde l'esprit allumé de retourner étudier. Puis elle était hot, là. Elle parlait avec les jeunes, puis il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de grande différence. Non, vraiment pas. Ouais, quand on garde notre cœur d'enfant, là, je veux dire,
était vraiment Même si inspirante. on croit que c'est possible, tu sais, à la base, Ouais. c'est beaucoup ça, c'est est-ce qu'on y croit? Puis Mhm. si on n'y croit pas totalement, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour y croire davantage? Tu sais, souvent, moi, je trouve en vieillissant, là, comme souvent, j'ai de moins en moins de certitudes. Et je préfère des questions. Parce que les questions nous font avancer. Mais bon. les questions positives. Oui. Pas des questions fermées ou des questions qui vont faire que tu vas donner les mille et une raisons pourquoi ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui nous pousse vers l'avant? Comment je peux développer davantage telle chose? Comment je peux réussir à faire ça? Comment je peux m'épanouir davantage? Ça, c'est des questions, moi, je trouve, qui ouvrent vers autre chose et qui nous font grandir. Puis de se demander, des fois, tu sais, on parle beaucoup de bonheur. Mais c'est quoi le bonheur pour moi? Mhm. Vous n'êtes pas obligé de prendre la recette toute faite qui est véhiculée partout. Il faut se poser la question. Effectivement. Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Justement, juste ces questions-là, Oui. c'est une piste de solution. Exact, tout à fait. Exactement. C'est bien dit. Ben, merci beaucoup, Christine. Merci à toi. Puis au plaisir de se voir le 21 octobre à la Place Belle à Laval. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que on va être là avec 10 000 personnes. Oui, c'est ça. C'est Un beau gros party. Ouais, super. Merci. Merci à toi.